Avoir une chaîne YouTube, ça va te permettre de ranker sur YouTube, ça va te permettre d'apparaître dans les suggestions de vidéos de YouTube. Tu regardes où ça se positionne et si t'es pas content de là où t'es positionné, tu mets du lien. Moi, j'ai adoré travailler en tant que prestataire pour des clients sur Webflow, par exemple. Comment tu crées le meilleur contenu? Tu vas pas toi-même commencer à taper tous les mots-clés de la Terre dans Google pour voir où est-ce qu'ils sont. Hello Paul, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous sur SEO Augmenté pour une interview qui promet d'être riche en informations et en pépites. Comme je sais que tu es un grand marcheur et que tu en parles énormément sur les réseaux, je t'ai proposé aujourd'hui une petite balade. Voilà. On est tous les deux sur un setup ergonomique, les fameux setups des temps modernes avec un tapis de marche dessous. Non, il n'y a pas la forêt derrière, même si ça pourrait être marrant de le faire en montage. Je sais pas si j'aurais pris le temps de faire ça, mais bref, on est en intérieur et pour autant on se balade. Paul, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, carrément. Salut Amaury, salut à toutes les personnes qui nous écoutent ou nous regarderont. Grand plaisir qu'on puisse discuter ensemble aujourd'hui. D'autant plus que, comme tu l'as dit, on marche. Alors ça fait double bénéfice. Moi, j'aime bien travailler en marchant. Donc là, c'est un vrai kiff. Et écoute, pour me présenter, globalement, ça fait 4 années, je crois que je suis dans le SEO. J'ai commencé en tant que freelance sur des missions un peu plus classiques de rédaction web, etc., en parallèle de mes études. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai appris la stratégie SEO, notamment en faisant 1 an et demi d'alternance dans une agence SEO sur Paris. J'ai pu être formé par des gens seniors, etc., avec des bons process, une volonté de bien faire les choses. Et voilà, du coup, aujourd'hui, j'ai quelques clients en freelance. Et il y a aussi la partie création de contenu autour du sujet du SEO qui me prend pas mal de temps et qui est un de mes gros focus, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, un peu Twitter aussi. Ouais, complètement. Si tu devais nous partager à quoi correspond ton quotidien, si tu en as un quotidien type, ça correspond à quoi du coup? Écoute, je peux te faire ma journée type en bref. Je me réveille à 7 heures. Je fais souvent une petite balade dehors, tu vois, avant de commencer à travailler. J'écoute un podcast, un truc ou un peu de musique. Ensuite, je me mets tout de suite à bosser aux alentours de 9h, 9h30 jusqu'à midi et demi. Là, je vais faire toutes mes grosses missions, tu vois, clients. Ça va être surtout ça le matin. Et ensuite, l'après-midi, je me consacre du temps. Je me dédie du temps au sport, donc musculation pour ma part. Et puis voilà, puis il y a d'autres jours où je suis un peu plus focus sur ma création de contenu. Tu vois, par exemple, là, le mercredi, je vais pas au sport exprès, comme ça toute l'après-midi. Je peux enregistrer ma vidéo YouTube, le podcast MVP aussi que je tiens avec Antoine. Et voilà, en gros, c'est un peu entre Presta client et branding, quoi, que ça s'articule. Ok. Le mercredi est un jour maudit si tu ne fais pas de sport. Non, mais ça va, parce que justement, comme je marche, tu vois, je me sens pas... Franchement, je pense que je pourrais me sentir bien, peut-être pas en arrêtant la muscu, parce que j'aime trop, mais rien que de marcher 1 heure dehors tous les jours, tu vois, déjà, ça fait du bien, je trouve. C'est le minimum. Ouais, complètement. Et pourquoi tu t'es lancé dans le SEO? Ça a été un hasard, un choix volontaire? Ouais, en fait, c'est plus, on va dire, j'ai senti l'attraction vers le SEO au fur et à mesure que j'explorais le domaine du digital au sens large. Comme je disais au tout début, mon but, c'était juste un peu de monétiser, rentabiliser mon temps libre en tant qu'étudiant. Et du coup, je proposais vraiment rédaction web, rédaction SEO, mais aussi un peu de copywriting. Je m'essayais à la rédaction de posts LinkedIn pour d'autres personnes, donc du ghostwriting. Je m'étais essayé même à Facebook Ads, à un peu d'emailing. Enfin, je tâtais un peu tout. Et le SEO, c'est là où en fait j'avais capitalisé le plus, parce que c'est là où j'avais le plus de clients en fait en rédaction SEO, etc. Donc je commençais à comprendre les logiques. Je me disais mais putain, c'est quand même fou que moi, je suis là, ok, je suis en gros exécutant dans l'opérationnel et tout, et déjà, je trouve ça sympa. Mais c'est fou qu'il y ait des personnes qui réfléchissent ça d'un point de vue stratégique et qui comprennent réellement comment les moteurs de recherche marchent. Et donc, après, se servent de mes textes à moi en me briefant, en les intégrant de manière à ce que leurs clients ou leur propre site remonte. Ouais, c'est un peu magique, tu vois, parce que je me disais, bah oui, rédaction SEO, même à ce moment-là, je pensais beaucoup densité de mots-clés, etc., occurrence de mots-clés. Maintenant, je suis un peu moins là-dessus, on va dire. Mais voilà, je trouvais ça attirant. Et donc, ouais, j'ai pu travailler avec un consultant SEO. On a bossé à deux sur nos sites, etc. Bon, ça n'a pas pris autant qu'on l'aurait souhaité. Et par la suite, vraiment, c'est l'expérience en agence SEO. Quand je suis arrivé dans un truc carré, avec processisé, où je me suis dit, OK, ils ont une méthodo. Et peu importe la thématique du client, globalement, les étapes qui vont suivre, ça va être les mêmes. Évidemment, après, les stratégies sont adaptées au cas par cas. Et je me dis, ça marche dans tous les cas. Enfin, globalement, il y a une roadmap globale pour que ça marche. Et je trouvais ça ouf, quoi. Ouais. Et quand tu as commencé justement à te lancer en freelance, tu disais que tu avais pas mal de clients dans différents secteurs, enfin dans différents domaines du marketing.
Tu l'as trouvé Ouais. parce que tu avais déjà commencé ta création de contenu ou comment ça s'est passé le démarrage justement en freelance? Ouais, c'est intéressant. Bah, les tout premiers clients, en fait, à la base, c'est un pote qui m'avait dit qu'il arrivait à se faire quelques billets sur des groupes et des pages Facebook en vendant de la rédac web SEO. Donc, les tout premiers clients, c'est exactement ce que j'ai fait. C'était envoyer des MP, tu sais, au groupe Facebook, genre SEO France, éditeur de site, backlinks, SEO. Et il avait plein, enfin, je sais pas si c'est toujours actif, je pense peut-être un peu moins quand même. Mais bon, voilà. Et du coup, je faisais des posts sur ces groupes-là. J'envoyais des MP, j'abusais pas mal, hein, franchement, j'en avais un peu rien à faire. Je fonçais, tu sais, je me disais pas, ouais, je vais saouler les gens et tout. J'y allais, quoi. J'envoyais plein de MP. Bah, au final, sur la quantité, ça a fini forcément par payer, surtout si derrière, tu as une volonté de bien faire les choses et tout, bah, les gens font à nouveau appel à toi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, pour les autres prestats, c'était pas mal du démarchage aussi sur LinkedIn. J'utilisais pas mal Prospecting. Bon, maintenant, c'est un peu le fléau de LinkedIn, on va dire, les messages automatisés. Mais à ce moment-là, il y a 3 ans, c'était quand même un peu moins le cas, même si ça commençait quand même. Hein. Et du coup, voilà, j'avais vendu quelques prestats comme ça. Mais c'est clair qu'on était beaucoup moins sur l'approche, un positionnement précis comme j'ai aujourd'hui, du branding, des clients qui viennent à moi. C'était vraiment l'inverse total. Hein. J'étais le couteau suisse, qui avait pas non plus une expertise précise, qui faisait un peu de tout, etc., qui essayait de faire les choses bien quand même, et qui envoyait des messages à la terre entière, quoi. Ok. Donc, passer de la prospection très outbound à quelque chose justement où tu fais plus de contenu pour que les Ouais, gens viennent plus à toi. ouais, clairement. Ok. En suivant un petit peu ce que tu as fait, j'ai vu que un des sujets un peu sulfureux, c'était le positionnement sur agence SEO. Ouais. Est-ce que tu veux sur ce sujet-là? Comment tu fais pour arriver? Là, j'ai regardé juste avant la discussion et je l'ai vu 8e. Comment Ouais. on passe première page avec ce mot-clé-là? Bah écoute, en vrai, faudrait que je retrace comment dire, la volonté que j'ai eue et puis le travail que j'ai fait sur podvengeon.fr. Donc je vais le faire en rapide parce que j'en ai déjà parlé ailleurs et tout. Mais en gros, c'est vrai que justement quand je suis arrivé en agence SEO, je me suis dit aussi, ok, là je capitalise sur une vraie expertise, va falloir que je fasse un peu plus d'inbound, quoi, que on entende parler de moi pour ce que je sais faire et tout. Et donc c'est pour ça que sur LinkedIn, par exemple, j'ai commencé à communiquer pas mal sur le SEO. J'avais lancé ma chaîne YouTube aussi à ce moment-là, mais alors on n'était pas du tout sur les vidéos que je propose aujourd'hui. C'était plutôt des petits tutos, etc. de 5 minutes avec la version gratuite de Loom. Là, je me rappelle très bien. J'étais limité à 5 minutes. Le fameux MVP de la vidéo. Ouais, vraiment, vraiment. Et en parallèle, j'avais lancé mon site. De base, c'était vraiment, je l'avais pensé juste comme un site vitrine, tu vois, qui n'avait pas vocation spécialement à se positionner sur Google. Et en fait, ce site-là m'a servi à faire des tests, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà un site, mais j'avais fait vraiment du crade dessus. Et du coup, pour moi, le site était un peu flingué, tu vois. Je me disais, je vais pas, ça m'étonnerait que j'arrive à, il y a trop de red flags pour Google, tu vois, ça m'étonnerait que j'arrive à vraiment le remonter en faisant les choses bien. Donc, mon site paulvengeon.fr, ça a été l'occasion pour moi de tester ça. J'ai commencé avec des mots-clés un peu, je sais pas, informationnels, même des fois à créer des pages qui n'avaient pas de mots-clés cibles spécialement, pour ensuite aller, notamment en regardant le site de David Groux, en voyant qu'il était bien positionné sur des mots-clés locaux, consultant SEO Paris, Marseille, etc., pas mal de villes de France. Je me suis dit, OK, c'est possible. Donc, j'ai commencé à faire pareil. J'ai eu des premiers résultats qui étaient assez sympas. Même aujourd'hui, sur consultant SEO Paris, bon, j'ai pas la fiche Google parce que bah, j'ai pas d'établissement là-bas, etc. Mais en lien bleu classique, ça fait toujours une présence qui est cool. Et je remonte bien sur ces mots-clés encore aujourd'hui. Et de fil en aiguille, bah, j'ai fait les consultants SEO plus villes. Après, je me suis dit, bah, du coup, vas-y, j'ai fait la plupart des grosses villes. Je vais faire agence SEO plus ville. Ça a pris un peu moins quand même si il y en a genre Marseille où je suis très bien, je crois. Et à la fin, je me suis dit, bon, bah, allons-y, autant créer la page agence SEO. Mais du coup, là, je te parle de ça, c'était peut-être 2 ans, je pense, après avoir commencé à bosser le SEO de mon site. Hein. Je l'ai pas fait dès le départ. Et donc, en créant la page agence SEO, avec bah, toutes les autres pages, évidemment, très proches d'un point de vue sujet, thématique de cette page-là, en faisant du maillage interne, etc. J'avais aussi travaillé l'autorité de mon site, j'avais obtenu des backlinks de manière naturelle. Enfin bref, il y avait un peu tous les voyants qui étaient quand même au vert. Et bah, j'ai créé la page agence SEO, je l'ai bien maillé depuis le footer, je crois même peut-être au début, je sais plus, mais est-ce que j'avais pas mis dans le menu principal? Enfin bref, j'avais mis bien en avant dans le site. Et j'ai remarqué, donc j'étais positionné comme ça, je pense 15-20e, un truc comme ça. Je me suis dit, OK, 15-20e, c'est quand même pas mal. En face, la page vient d'être créée. En face, il y a des agences qui n'ont pas du tout le même budget que moi, qui n'ont pas du tout le même netlinking que moi.
je me dis c'est quand même un bon signal, quoi. Google, il a l'air de kiffer la page. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour justement arriver page 1, sachant que moi, j'ai vraiment jamais dépensé 1 euro dans un backlink pour mon site et c'était pas du tout ma volonté. Je trouve ça assez cool de me dire que j'ai jamais acheté de backlink. Alors, encore une fois, je le rappelle, j'ai fait du démarchage pour obtenir des liens. Il y a aussi des plateformes de netlinking qui m'ont proposé de tester leurs services et qui m'ont donné un petit peu de crédit, mais ça se compte pas en milliers d'euros, quoi. C'est vraiment l'équivalent, je sais pas c'est combien, mais c'est peut-être 200 euros, un truc comme ça. Et je crois même que c'était avant que je rentre sur Agence SEO. Enfin, je sais plus exactement. Tout ça pour dire, la démarche MVP m'allait bien. Et donc, je me suis dit, l'opportunité, ce serait peut-être de faire de la manipulation de CTR, parce que je m'étais rendu compte via des tests, je commençais à faire ça sur LinkedIn, c'était de dire, voilà, taper consultant SEO Paris, trouver mon site et cliquer dessus, quoi. En gros, en fait, jouer le jeu, trouvez-moi dans la SERP, voilà, c'est le petit jeu. Et j'avais vu qu'il y avait des résultats vraiment assez directs, alors qu'ils retombaient souvent quelques semaines après. En tout cas, je me disais, putain, ça marche vite, quoi, ça marche vite. Et donc, je me suis dit, je vais faire pareil pour Agence SEO. Donc, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, j'ai fait la vache, le post, si je le retrouvais, j'ai fait sur Twitter. Ouais, et j'ai effectivement un souvenir du post où les agences SEO veulent me tomber dessus ou un truc comme ouais, ça. ouais. Pas très bien tourné. J'avais vraiment forcé le trait, parce que je voulais absolument que le post marche. Et il a bien marché, hein. Et même dans la GSC, j'avais vu que ça fait plein de clics et tout. Et du coup, ça a très bien marché. Je crois que je suis passé, à mon avis, j'ai plus trop en tête, mais je crois que j'étais genre 15e. Et j'ai dû passer, tu vois, top 5, un truc comme ça. Même pendant un moment, j'étais vraiment top 3 pendant, je crois, quelques mois d'affilée. Et aujourd'hui, du coup, ça tient. Je pense que je bénéficie d'une manipulation de CTR un peu constante sur cette requête-là, parce que j'en parle assez souvent. Je le prends souvent comme exemple. Ça m'arrive de refaire des posts LinkedIn à ce sujet-là, etc. Donc, je pense que je bénéficie un peu de ça de manière constante. Puis au-delà de ça, ma page, vous pouvez aller checker d'ailleurs, hein, taper agence SEO et cliquer sur mon résultat. La page en soi, c'est un voilà classement l'exemple de manipulation. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est une SERP où tu vois, quand tu tapes agence SEO, enfin, quand t'es pas un SEO et que tu tapes agence SEO, si tu vois, je sais pas, allez, je sais pas qui est premier en ce moment, peut-être première position, ou enfin SEO.fr, ils sont pas mal en général, oui, plutôt SEO.fr d'ailleurs. Tu vois, tu cliques sur leurs résultats, mais si tu vois un paulvengeon.fr qui est 5e et qui te dit classement des meilleures agences SEO, à mon avis, tu cliques aussi dessus, tu vois, pour aller checker quand même c'est quoi le classement, etc. Je pense que tu cliques sur plusieurs résultats. Et donc, voilà, hein, je pense que ça tient comme ça, bonne intention de recherche. Après, tous les voyants étaient ouverts derrière, hein, évidemment, optimisation, title, tout ça, les bases, quoi. Ouais, complètement. Là, je refais la recherche. Premier, c'est un sortlist qui fait aussi un classement. Après, Ah il y oui, a ouais, c'est vrai qu'ils sont bien. SEO.fr. Et pour le coup, je pense que quand tu fais cette recherche, tu as deux intentions. C'est soit tu cherches, enfin, en fait, non, tu cherches une agence SEO. Et soit c'est Google qui te fait la liste, soit il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis sur le process et qui te propose une liste enrichie. Et du coup, clairement, quand j'avais pu voir ce tweet ravageur passer, ça avait fait pas mal de bruit sur les agences. J'imagine qu'il y a une tonne d'agences qui meurent d'envie de te dépasser. Si tu avais une astuce, un truc ou un tips, en mode, je suis une agence, j'ai envie de passer devant Paul Vengeon, qu'est-ce que je peux faire? Franchement, je sais pas, parce qu'honnêtement, les agences, elles font quand même un bon travail, surtout pour cette requête-là, tu vois. Je veux dire, le title est OK, tu vois, je vais pas leur faire de recos là-dessus. Moi, je pense que franchement, à leur place, juste, je bombarderais encore plus en deep linking avec des encres optimisées. C'est une SERP où, globalement, c'est assez autorisé. Il y a qu'à voir, ça m'avait fait marrer parce que récemment, j'avais vu ce que faisait Eskimos et j'ai vu qu'ils avaient acquis, en fait, pas mal de backlinks sur vraiment l'encre agence SEO, mais vraiment en mode que ça. Et En netlinking, genre avec des backlinks. ouais, c'est ça, Okay. ouais, vraiment en netlinking et un peu à l'instar des SERP comme faire CBD, etc. On sait qu'il y a des SERP où voilà, ça bombarde. Franchement, je leur recommanderais ça parce que je pense pas, sinon manipulation de CTR, hein, mais manipulation de CTR, ça marche très bien, mais je pense qu'il faut le faire bien. Moi, je l'ai fait de la meilleure manière. Je suis même pas passé par une solution. C'est vraiment, j'ai fait appel à mon audience, hein, LinkedIn, Twitter, etc. Les gens qui me suivent ou qui sont tombés sur mon post. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué à faire sinon. Je sais qu'il existe des services, hein, mais
déjà en France, c'est pas si développé que ça, les services qualitatifs de manipulation de CTR. On avait Léo Poitvin qui avait lancé son service qui a fermé. J'en connais pas là actuellement, je sais pas si tu en as une en tête, mais j'ai pas une référence de service de manipulation de CTR qui marche bien en France et qui est simple à mettre en place, quoi. Ouais, Après, ça doit exister, faut toujours creuser, mais donc voilà. Donc manipulation de CTR, je leur recommanderais de le faire, franchement. Par contre, voilà, je pense que ça peut très bien passer, par exemple, pour Eskimos, tu vois, parce qu'un André Abed Saïd, qui a vraiment beaucoup d'audience sur LinkedIn, il a vraiment le potentiel de faire un post qui cartonne et je l'invite à le faire, ce serait hyper cool à analyser, tu vois, j'aimerais trop. Mais voilà, après le reste, peut-être un peu moins, quoi. Donc ouais, je dirais netlinking optimisé, parce que je pense qu'en fait, tous les autres trucs sont au vert, quoi, franchement. Et pour avoir analysé un peu cette SERP, c'est vrai que, voilà. Après, s'il y a un truc quand même pour les agences, ils pourraient, s'ils le souhaitaient, pourquoi pas mettre un classement dans leur propre page. Mais alors, après, c'est toujours le conflit entre SEO pur et dur. J'ajoute un classement pour mieux répondre à l'intention de recherche, potentiellement que Google me valide, me fasse un peu remonter ou que les utilisateurs passent plus de temps sur la page, etc. Et conversion, est-ce que parler de mes concurrents, c'est pas un truc un peu à me tirer une balle dans le pied? Ce qui est un peu le cas. Et après, il y a des moyens de le faire, de mettre un classement des agences SEO sur sa propre landing page ou home page, mais tu vois, le déployer dans un accordéon, histoire que ce soit pas directement accessible. Mais dans ce cas-là, est-ce que vraiment ça bénéficierait? Bon, je sais pas. En tout cas, ça a le mérite, je pense, d'être tenté, ou rien que lister les concurrents dans une liste à puces, tu vois, pour que Google se dise, OK, ils parlent de ces entités-là, qui sont pertinentes pour agence SEO. Je testerai peut-être un truc comme ça. Peut-être que d'ailleurs elles le font déjà et que je l'ai juste pas vu parce que c'est bien caché. Ouais, ça, peut-être que même c'est pas affiché pour les visiteurs. C'est ça. Tout est possible. Ok, donc on va suivre cette petite requête agence SEO et voir si ils appliquent ce que tu viens de nous dire et ce que ça peut donner comme résultat. Ça sera intéressant. Moi, j'aimerais surtout que Andrea Ben Saïd fasse de la manipulation de CTR. Je veux voir un post LinkedIn à 300 likes en mode avec une belle photo d'Andrea de profil qui nous appelle à cliquer sur son résultat. Je pense que ça pourrait être ravageur. Bah écoute, Andrea, si tu nous entends. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet des sites, une question que j'aime bien poser, c'est donc dans les deux cas, un site neuf ou un site existant, qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Et je te laisse commencer par le cas que tu préfères. Ouais, bah écoute, dans tous les cas, je passe le site direct en général dans Alloscan, SEMrush pour voir s'il y a des positions. Donc même s'il vient d'être créé, tu vois, s'il est assez neuf, il peut avoir déjà des positions, etc. Ce que je fais souvent, c'est que je regarde aussi avec un site de points, il y a combien de pages indexées dans Google. Tout de suite, tu as un ordre de grandeur sur est-ce qu'on est sur un gigasite, est-ce que voilà. Et ensuite, c'est vraiment se dire quels sont les top mots-clés business liés à l'activité du client ou du site. Et où est-ce qu'il en est d'un point de vue positionnement par rapport à ces mots-clés business-là. Donc globalement, ça passe par une recherche de mots-clés, qu'ensuite tu vas croiser avec les positions actuelles du site, que tu extrais via SEMrush, Alloscan, peu importe, pour voir un peu comment est-ce qu'il est, tu vois, sur les 20 top mots-clés business que tu veux aller chercher à long terme, comment est-ce qu'il est positionné, et ensuite, pourquoi il est positionné ainsi, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ça. Souvent, si c'est un site qui existe depuis longtemps, il y a des chances pour qu'il y ait des pages qui existent déjà, qui doivent être optimisées. En général, sur un site neuf, on est plutôt sur de la création de nouvelles pages optimisées. Voilà. Et puis après, il y a évidemment la base technique aussi qui est hyper intéressante, importante à analyser, parce qu'on a beau faire toutes les optimisations qu'on veut, si Google ne peut tout simplement pas accéder aux pages et les indexer dans son moteur, il va rien se passer du tout. Donc ça, évidemment, audit technique. En fait, même je peux te dire un peu comment je décompose une presta SEO en général. Là, si demain un nouveau client signe avec moi, la première étape, c'est vraiment étude de mots-clés, audit technique. Et ensuite, sur le mensuel, on a plutôt tout ce qui est créer des briefs de contenu pour optimiser, créer de nouvelles pages sur les mots-clés top mots-clés business. Et puis, gérer la campagne de netlinking. Pourquoi pas faire des recos de branding, etc. On est vraiment là-dessus. Okay. Et si tu devais choisir une seule chose qui est la plus importante pour toi en SEO, c'est quoi? En fait, la plus importante en réalité, j'aime pas passer trop de temps dessus, mais le pilier technique est super important parce que, comme je disais, c'est ce qui peut faire que juste ton site ne s'indexe pas dans Google. Donc c'est juste, tu vois, si tu te rends compte que toutes les pages de ton client, en fait, elles sont même pas crawlées par Google,
parce que je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais elles sont en no-index. Ouais, voilà, oui, la raison la plus évidente, ou qu'il y a des problèmes de rendu JavaScript, ou enfin, ça peut vraiment, c'est ce qui peut vraiment pénaliser l'entièreté du site, et ça peut être réglé parfois en une option décochée dans le CMS ou ce genre de truc. Donc pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Après, dans les faits, ce sur quoi je passe le plus de temps, c'est vraiment faire en sorte que le client, pour chaque mot-clé business, ait des pages qui répondent aux intentions de recherche liées à ces mots-clés-là, et que tout soit ouvert d'un point de vue SEO, un title optimisé, du contenu de qualité, un maillage interne sur mesure pertinent. Enfin. Ok. Et donc, si on résumait, c'est valider que le technique est bon et après focaliser sur du contenu parfait, quoi. C'est ça. Et là, après, oui, c'est un tout de toute manière, hein, parce qu'il y a aussi le netlinking qui va entrer en jeu dans un temps 2, etc. Mais la technique, il faut quand même préciser qu'il y a vraiment des trucs qui empêchent d'avoir des résultats, et il y a des trucs où on est dans du peaufinage, du perfectionnisme, qui peut-être ne vaut pas le coup d'y passer trop d'heures dessus, quoi. Donc, faut vraiment faire la distinction. Mais ça, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas fait l'audit et qu'on n'a pas analysé ce qui se passe sur le site réellement. Mais parce qu'on peut vite se perdre dans la technique, à vouloir tout optimiser. Souvent, j'ai déjà fait la blague plusieurs fois sur LinkedIn ou quoi, mais le cliché du gars qui veut passer, tu vois, je sais pas, de 90 à 100 sur PageSpeed Insight. Est-ce que alors que souvent, ça demande des ressources assez ouf, peut-être même de faire intervenir un dev, etc., freelance. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas, tu vois. Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de passer ce temps-là à créer de nouvelles pages optimisées sur tes top mots-clés business qui vont t'apporter des conversions? Peut-être que si. Donc, après, il faut vraiment... de toute façon, c'est même quand je fais un audit technique pour un client, je fais toujours ça. Je liste tous les problèmes qui pourraient être réglés, et après, je donne un ordre de priorité et surtout un nombre d'heures d'intégration estimé de mon côté, pour que aussi le client puisse faire la part des choses, parce que il n'a jamais un temps infini, et on peut toujours tout optimiser. Tu vois, si tu veux, tu réécris toutes les URL de ton site parce que ça fait plus propre. Bon, d'accord, mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Enfin, tu peux toujours tout faire plus, quoi. C'est toujours un arbitrage entre importance, coût, et derrière, ça te permet de prioriser tes actions, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, par rapport à donc on a notre technique, par rapport au contenu, tu disais qu'il faut un bon contenu. C'est quoi pour toi un contenu parfait? Comment tu crées le meilleur contenu? Bah, franchement, j'invite les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu ma vidéo, à taper Paul Vengeon, intention de recherche dans YouTube. Parce qu'en vrai, j'ai fait une vidéo pas mal là-dessus de 20 minutes où je montre en partage d'écran mon process. Et en fait, c'est ce que je vais décrire là rapidement, mais c'est se dire, OK, on a un mot-clé. Pour ce mot-clé-là, déjà, quel type de document Google fait remonter? Donc, taper son mot-clé dans la SERP, voir ce qui remonte. Est-ce qu'on est sur un article de blog? Est-ce qu'on est sur une page d'accueil, une page catégorie, une fiche produit? Après, il peut y avoir plusieurs types de résultats, donc il faut savoir arbitrer. Ensuite, du coup, tu en déduis le type de page, de document que tu vas créer. Et ensuite, pour savoir ce que tu vas mettre dedans, il y a plusieurs techniques. Moi, j'aime bien en ce moment ce que je fais. J'utilise pas mal Gemini pour ça. C'est-à-dire que mon mot-clé cible, je vais le copier-coller dans Gemini. Je fais entrer tout simplement de manière archi brute pour voir ce que d'instinct, entre guillemets, Google me met en avant comme information avec son IA. Tu vois. Un peu avoir la vision de Google. Et tu vois, je prends un exemple, j'ai un client dont je parle pas mal qui vend des super aliments, des compléments alimentaires à base de plantes en gros. Et souvent, quand tu tapes un mot-clé générique genre ashwagandha par exemple, qui est une plante, moi je sais, parce que je connaissais certes, mais du coup c'est de l'informationnel en général qui remonte, tu vois, c'est les bienfaits, etc. Et quand tu le copie-colles dans Gemini, bah, c'est pareil, tu vois. Tu vas taper ashwagandha, il va te dire qu'est-ce que c'est, quels sont les bienfaits, comment l'utiliser, quelle dose. Est-ce qu'il y a des risques associés? Et souvent, il s'arrête là, tu vois. Et je trouve ça incroyable parce que ça te donne une vision, ça te donne la vision de Google très structurée, très compacte. Le truc va pas te pondre un article comme ça de 3000 mots juste parce que tu lui as copié-collé un mot-clé, tu vois. Il va te dire d'emblée ce qui lui semble pertinent. Donc, de base, je me base pas mal là-dessus. Ensuite, je me mets aussi à la place du persona, tu vois. Je fais le travail. Je me dis, OK, si là, moi, je tapais ashwagandha dans Google, ouais, je voudrais peut-être savoir ce que c'est, etc. Je voudrais savoir pour qui c'est fait, quel bienfait, quel risque. Et souvent, tu trouves d'autres choses, tu vois. Tu te dis, OK, est-ce que pour aller plus loin, je voudrais pas savoir aussi s'il n'y a pas d'autres plantes qui pourraient être associées à l'ashwagandha pour avoir des bienfaits optimaux, etc. Tu peux toujours trouver, un peu en brainstormant, entre guillemets. Et après, évidemment, se baser sur les indices que nous laisse la SERP. Donc, tout ce qui va être les Google Suggest, les PAA, les recherches associées, aussi l'ordre d'apparition des résultats. Est-ce qu'on a un encart local? Enfin, il y a plein de choses à analyser. Et évidemment, les contenus des concurrents, puisque c'est ce que Google actuellement aime et fait remonter tout en haut. Donc, c'est bien que c'est pertinent un minimum, que c'est validé par des signaux utilisateurs qui sont encourageants, etc. Enfin, bref. Et voilà, c'est un mix de tout ça, quoi. Donc,
ouais, je sais pas si ça répond. J'essaie de faire le process global. Ouais, carrément. Mais du coup, donc, pour résumer, c'est le meilleur contenu, c'est très orienté, bien répondre à ton intention de recherche, quoi. Ouais, c'est ça. Après, en fait, là, je t'ai pas mentionné les bases des bases, mais parce que c'est vraiment évident, mais évidemment, avoir son mot-clé dans son title, dans son H1, avoir une structure HN qui est globalement assez cohérente. Et les intentions de recherche, c'est pareil, c'est pas que déployer des informations, parfois c'est des fonctionnalités aussi. Ça va être ajouter, pourquoi pas, un quiz en haut, ça va être répondre sous forme de liste à puces, faire un résumé liste à puces des principales infos de l'article, tu vois, typiquement tout en haut. Bon, là, je prends l'exemple de l'informationnel, évidemment, mais c'est tout ça, quoi. Et Ouais, complètement. Bah, si tu tapes simulateur de crédit, oui, tu voilà, t'attends pas à un blabla, quoi. Tu t'attends à ouais, permettre de simuler ton crédit, quoi. c'est exactement ça. Carrément. Et ça, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Soit tu prends le temps de le chercher, soit en fait, tu vas pouvoir passer à côté. Moi, c'est une des fonctionnalités que j'ai rajoutées dans mon outil, justement sur l'intention et la typologie de Ouais, page ouais, trop cool. pour faire ce travail et pour avoir tout au même endroit. Du coup, dans Serpentix. Si vous avez la flemme d'aller sur Gemini, vous pouvez avoir la même chose dans Serpentix, quoi. Et du coup, sur ton contenu, tu as créé ton meilleur contenu avec tout ce que tu viens de nous dire. À quel moment tu fais intervenir le linking? Bah ça, c'est super intéressant. En fait, le linking, je le fais déjà vers les pages vraiment les plus business en général. Alors, ça dépend, encore une fois, tu vois, tu me parlais de site neuf, site qui a de l'antériorité, la différence. En général, le site qui a de l'antériorité, tu vas pouvoir faire que du netlinking profond vers des pages précises, top business. Alors que le nouveau Du site, coup, là, on parle de backlink ou de maillage interne, là? Tu parles vraiment netlinking de backlinks, ouais. Ok. Parce qu'à la base, tu me parlais de maillage interne ou Non, je parlais effectivement de backlink, mais après sur la partie maillage, mais du coup, c'était juste pour clarifier, pour être Ouais, sûr ok. que. Donc, backlink. Comment tu Ouais, t'y c'est prends et ça. à quel moment ça intervient? Ouais, bah du coup, donc pour un site neuf, bah ça, en fait, en réalité, ça intervient dès le début de la prestation en général, parce que si tu as un site neuf, tu vas avoir pour volonté de créer des backlinks vers ta page d'accueil, typiquement pour augmenter un peu l'autorité globale du site, pour ensuite peut-être commencer à faire un petit peu du netlinking profond vers des pages précises, top business, etc. Et un site qui a de l'antériorité, en général, si c'est une vraie marque, etc., qu'il a vraiment une présence digitale assez développée, et bah il va déjà avoir en fait des liens naturellement vers la page d'accueil et tu vas pouvoir commencer jour 1 à faire des liens vers tes pages profondes. Donc voilà, et en général, je le fais quand je vois qu'on a un mot-clé business qui est très bien positionné, donc souvent au-delà du top 10, tu vois, la page 1 typiquement, où je me dis, OK, il y a déjà tout qui est bien fait d'un point de vue SEO, j'ai analysé la page, le contenu est bon, ça répond à l'intention de recherche, le title est OK, il y a déjà la page est bien maillée, etc. Qu'est-ce qui peut nous faire passer là de dixième à premier à long terme? Et ben c'est sûrement le netlinking sur des encres un peu semi-OP, tu vois, qui poussent bien en fonction de la SERP et de ce que font les concurrents. Et voilà, c'est à ce moment-là, tu vois. C'est quand je me dis bon, globalement on a tout fait, il y a un truc qu'on peut faire en plus, c'est ça, on va le faire. Parce que je sais que ça vaut le coup d'investir, je sais pas, 100 € par mois, par exemple, sur ce mot-clé spécifique en netlinking, parce que derrière, ça peut nous apporter vraiment des conversions, parce que malheureusement, quand tu es dixième, tu convertis pas grand-chose. Si toutefois tu as du trafic réel et non pas juste estimé par l'algo d'un SEMrush ou équivalent, Ouais, vraiment. c'est effectivement la réalité du clic est différente, quoi. Et ça colle bien avec une des conférences que j'avais vues au PIO de cette année, le mec disait son titre de conférence c'était ultra putaclic, c'était ranker premier sans backlink, Ouais. et donc juste avec du contenu. Et en fait, la conclusion de la conférence, c'était ce que tu viens de dire, c'est globalement, tu fais du bon contenu et après, tu regardes où ça se positionne et si t'es pas content de là où t'es positionné, tu mets du lien, quoi. Ouais, franchement, c'est vraiment ça. Moi, j'ai aucun cas, je crois, où j'envoie du lien sur une page que je viens tout juste de créer, où je sais pas encore comment Google l'interprète et la met en avant. Tu vois, souvent c'est vraiment et ça marche très bien comme ça, hein, de faire du lien. Et puis des fois, tu le vois bien. De toute façon, t'as des mots clés business que tu veux aller chercher, tu crées une page dessus. Tu regardes le top 3, tu vois que ils ont, je sais pas, moi j'utilise Majestic, donc je vais dire, je sais pas, 30 domaines référents qui pointent vers leur page profonde, qui se positionnent sur le mot-clé. Je sais que pour Majestic, 30, c'est beaucoup, et je me dis, OK, va falloir certainement y recourir aussi, quoi. C'est toujours sur la SERP que tu essaies d'aller atteindre, qu'est-ce que Ouais, les autres font, et potentiellement, tu peux t'en sortir sans lien, et potentiellement, c'est une requête très SEO, et donc, il va falloir être gourmand en lien, quoi. tout à fait. Pour toi, les points les plus sous-cotés pour réussir justement à bien se positionner en SEO? Là, comme ça, je pense que le maillage interne, c'est quand même un peu sous-coté. Le maillage interne sur mesure, tu vois.
Le fait de vraiment se dire, je vais taper site de points, mon nom de domaine, mon sujet, je vais trouver des pages qui vont être sémantiquement proches de la page que je souhaite pousser. Je vais aller éditer ces pages-là. Je vais aller ajouter un lien manuellement depuis le paragraphe de ces pages, etc. sur une encre optimisée. Je pense que c'est un peu sous-coté dans le sens où ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant à faire. Et maintenant, je le fais systématiquement et j'ai vu la différence sur mon site paulvengeon.fr, rien qu'en termes d'indexation. À un moment, je voulais tellement plus me prendre la tête que je maillais tout dans mon footer. Et j'avais une page aussi sitemap, tu vois, qui répertorie, mais pas le sitemap XML, vraiment une page HTML pour le coup. Et donc, je me disais, OK, c'est bon, de toute façon, dès que je crée une page, elle est forcément maillée de toutes ces pages-là, donc il n'y a pas besoin d'aller faire du maillage sur mesure, etc. Et en reprenant l'habitude de le faire, tu vois, maintenant, quand je crée une page, je fais au moins, je sais pas, entre 4 et 5 liens comme ça sur mesure depuis d'autres pages, depuis leur paragraphe. J'ai vu vraiment une différence. Donc, je pense que c'est un peu sous-coté. Maintenant, c'est pas ça qui va faire que votre page va passer, enfin, je pense pas, hein, de la 30e à la première position juste avec ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est un peu sous-coté, quoi. On peut facilement, disons, le négliger et se dire, je me focalise sur créer des pages, etc. Et alors que je pense que ouais, maillage interne. En fait, j'aimerais bien savoir à quel point les gens vont le font ou pas. Tu vois, j'ai du mal à estimer ça. J'ai quand même l'impression qu'on peut vite passer à côté, quoi. En commentaire, hein, dites-nous si Ouais. vous le faites ou pas. Et dans les deux cas, on est curieux d'avoir votre avis et votre usage du maillage interne. Ouais, clairement. Est-ce que tu as d'autres points sous-cotés avec le maillage interne dont tu viens de parler? Bah après, je dirais quand même le fait de faire du netlinking vers des pages profondes et précises. Là, on en a parlé, ça semble être une évidence, mais je sais que tout le monde ne le fait pas. Je sais qu'il y en a qui se cantonnent à créer des liens vers la page d'accueil, par exemple, ou alors même qui se disent, bah juste, je vais pas faire de netlinking du tout, c'est pas ma priorité, etc. Et oui, ça peut être très sous-coté, quoi. Parce que je vois des fois. Alors aujourd'hui, c'est compliqué de savoir. D'être sûr que quand je vais investir 300 € en netlinking, ça va forcément me rapporter, ou que sur 10 liens, il y en a 5 qui vont marcher. Tu vois, tu peux pas trop savoir tout ça. Mais disons qu'en général, le fait de créer des liens vraiment vers des pages profondes sur des encres semi-optimisées, optimisées, ça peut vraiment faire bouger les choses assez vite, quoi. Donc, je pense que ça, c'est sous-coté. Et un dernier truc, tiens, je viens d'y penser, la duplication de contenu. Pour moi, en tout cas, sur les requêtes sur lesquelles j'en ai fait, c'est vraiment un mythe parce que j'ai l'impression que c'est la peur du débutant. Oh là là, mon contenu va être dupliqué, j'ai des pages qui se ressemblent, etc. Mais en fait, si elles ont une carte d'identité différente, qu'elles ciblent vraiment des mots-clés précis, et je vais prendre l'exemple de mes contenus sur paulvengeon.fr avec les consultants SEO Paris, consultants SEO Marseille, etc., même agence SEO. J'ai énormément de pages, c'est des textes à trous, hein. J'ai juste changé la ville, c'est le même texte, exactement le même texte. Il n'y a aucun problème, ça se positionne depuis... je pense qu'il y en a qui se positionnent maintenant depuis 3 ans, tu vois, 2-3 ans, et ça marche très bien. Donc ça, je dirais que c'est sous-coté parce que ça peut faire gagner un temps énorme. Après, évidemment, il faut pas que vous ayez 2 pages similaires sur 2 mots-clés similaires qui ont la même SERP, etc. Il faut vraiment que les SERP soient différentes pour en conclure ça et se dire que potentiellement on peut faire du texte à trous et que ça peut marcher. Mais à partir du moment où vraiment vous avez un mot-clé différent dans le title, etc., que tout est différent à ce niveau-là, que le mot-clé principal est réellement différent, que c'est des SERP différentes. Moi, en tout cas, sur ce que j'ai testé, il n'y a pas trop de soucis. Et en dehors de mon site, c'est aussi une pratique que j'ai vue dans je sais plus, il y avait un site, c'était un peu le Malte des artisans, tu vois, un peu tout ce qui est faut le plombier, etc. Et pareil, ils faisaient ça et ça marche très bien. Et du coup, moi, je sais que j'avais fait ça sur un site de conciergerie, mais il y avait donc une partie texte à trous et une partie un texte original sur la ville que tu cibles, par exemple. Ouais. Et est-ce que du coup, dans ton cas, par exemple, ton site, il y a que du texte à trous, donc similaire avec les villes qui changent, ou est-ce que tu as aussi une petite partie contenu original spécifique à la ville? Non, c'est vraiment que du texte à trous. Après, c'est pas l'entièreté de mon site qui est concernée par ça. Même, tu vois, les mots-clés consultants SEO plus ville, il y en a qui ont été faits avec de l'IA, il y en a que j'ai rédigé à la main. Donc, c'est pas 100% des contenus, mais il y en a vraiment pas mal où c'est que des textes à trous. C'est vraiment que ça. Ouais, ok. Et tu parlais juste avant, donc l'autre point sous-côté, c'était sur les backlinks, justement, le netlinking. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon lien? Parce qu'on a dit, ok, faites pas que sur la home, mais faites pas que sur des pages profondes, mais ok, comment tu choisis tes liens? Qu'est-ce que tu fais pour avoir les meilleurs liens, quoi? Ah, c'est pareil, il y a pas de recette secrète. Moi, j'aime bien penser le netlinking comme diminuer les risques au maximum ou à l'inverse, augmenter ses chances au maximum que ça marche. Donc, prendre en compte le maximum d'indicateurs qui me semblent pertinents, sans pour autant avoir la certitude que, un site, il faut absolument
qu'il se positionne sur des mots-clés thématiques pour que ça pousse mon site. J'ai pas de vérité absolue là-dessus. Mais donc, je vais te dire quand même ce que je vais regarder dans le but, encore une fois, d'augmenter les probabilités que ça marche bien. J'aime bien avoir un site qui a pas mal de domaines référents, même sans regarder, tu vois, la qualité de ce domaine-là. Au moins savoir qu'il a un netlinking, une vie netlinking qui est bien active. Pour augmenter les probabilités que ça pousse mon propre site. Et bien actif, c'est aussi ça. C'est juste le nombre à un moment donné ou c'est une variation, enfin tu vois, qu'il y a une progression du nombre de RD dans le temps? Ouais, en fait, je regarde le nombre de RD déjà, c'est le premier indicateur. Et effectivement, après, j'aime bien regarder la vue cumulative d'acquisition, enfin la tendance d'acquisition de domaines référents dans le temps pour voir si c'est actif ou pas. Pareil, je regarde l'évolution, les performances SEO estimées par les outils et leurs évolutions. Donc, par exemple, un truc très parlant, je trouve, ça va être, où il y a pas énormément de biais, je trouve, et ça va être l'évolution du nombre de mots-clés positionnés dans le temps. Par exemple, même on peut regarder que le top 3, SEMrush, etc. Je trouve ça assez cool de regarder ça pour voir dans quelle pente le site est. Est-ce qu'on est sur un site malade qui est en train de se casser la gueule ou au contraire un site qui a l'air de faire les choses bien, de publier du contenu régulièrement et ce qui fait qu'en fait ça monte. Ensuite, j'aime bien, après c'est toujours à croiser avec la typologie de spot parce que je fais aussi du netlinking un peu low cost où là je vais pas aller chercher autant de critères évidemment, mais là je vais donner un peu tous les critères. J'aime bien avoir un site qui est à une thématique proche du site que je souhaite pousser, qui se positionne sur des mots-clés thématiques, donc filtrer les positions par exemple par top 5 et voir que dans le top 5 on a vraiment des mots-clés qui sont liés à la thématique du site, etc. Si possible, mais ça c'est un peu trop demandé, avoir un site qui a un branding, on est sur un vrai site, pas juste de l'édition de site, tu vois, un site qui a des réseaux sociaux, etc. C'est vraiment le Saint Graal, mais honnêtement j'en trouve pas souvent. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pourquoi pas essayer de pré-shot un peu, de comprendre, de savoir à l'avance où est-ce que ma page va être maillée. Est-ce que ça va être depuis une catégorie de blog? Si oui, laquelle? Est-ce qu'elle est maillée depuis le menu principal, etc. Essayer d'identifier ça. Si possible, avoir un site qui n'est pas une ferme à liens, où chaque article qui est publié dessus n'a pas un lien externe vers un site à faible autorité qui souhaiterait booster son netlinking, son autorité en SEO. Ça, c'est pareil, c'est un peu comme le branding, c'est si possible, mais bon, c'est pas facile à trouver. Et puis voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? J'aime bien regarder la différence entre le trafic estimé d'outils comme SEMrush et le trafic toujours estimé de SEMrush, par exemple, correspondant uniquement aux mots-clés positionnés top 5, on se rapproche beaucoup plus de la réalité. Et parce que des fois, du coup, je peux me dire, OK, le site a un trafic estimé global qui est complètement ahurissant. Et en fait, quand tu filtres uniquement par position top 5, je sais pas, de 100 000 de trafic estimé à, j'en sais rien, 10 000, tu vois. Dans ce cas-là, je peux me dire potentiellement, le prix de ce site-là sur les plateformes est vraiment surcoté parce que potentiellement basé sur le trafic global estimé SEMrush, typiquement. Voilà, après, là, j'aurais sûrement d'autres trucs à te dire, mais tout de suite... Après, il y a des checks à faire une fois que la publication est faite. Donc, pareil, après, je briefe les propriétaires. Je leur dis, voilà, si je vois que le site se positionne bien sur une typologie de mots-clés, je vais essayer de faire un brief de contenu qui va cibler un mot-clé similaire, tu vois, pour augmenter pareil les chances que mon article invité se positionne bien. C'est un truc que je fais souvent. Et voilà, et puis une fois que c'est publié, il y a plein de trucs à vérifier. Du coup, tu peux vérifier après coup si ta page est bien maillée, si le lien est, si la page référente est indexée dans Google. Est-ce que il y a d'autres liens externes qui sont présents dans l'article, des fois ça arrive. Bien faire gaffe à ça. Puis quoi d'autre? Non, je pense qu'on est un peu... Là, j'ai sûrement oublié des trucs, parce que je l'ai dit comme ça, mais ouais, je pense que j'ai dit un peu le global, quoi. Ouais, concrètement, c'est faire un ensemble de vérifications pour mettre toutes les chances de son côté que chaque euro dépensé ait le meilleur retour possible, quoi. Ouais, clairement. Et surtout quand on est sur du lien un peu premium, tu vois, typiquement, j'utilise... Il y a un combo que j'aime bien faire, c'est utiliser Linkuma un peu pour du low cost avec les clients. Et à côté, iReferrer pour choper des liens un peu plus chers, etc. Et c'est surtout sur iReferrer, typiquement, que je vais être très méticuleux parce que là, pour le coup, je sais que je peux être amené à dépenser 200 € pour un backlink. Là, je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté, quoi. Donc, voilà. Et concrètement, comment tu organises cette recherche de mots-clés un peu à la ninja, un peu chirurgicale, on va dire, sur les plateformes avec des gros liens, ou alors justement du petit lien pour faire du volume? Comment tu répartis ça et comment tu arbitres? En fait, franchement, en général, je trouve qu'un 50-50 en termes de budget, c'est pas mal. Dans pas mal de cas, je trouve ça pertinent. Donc typiquement, je sais pas, on va dire que le budget
d'achat de liens mensuels moyen de mes clients, ça va être aux alentours de 500 euros, je pense, peut-être un peu plus. Donc, tu vois, un 250, en général, j'aime bien. Comme ça, je sais qu'on fait plein de liens, typiquement avec Linkuma ou quoi, qui vont quand même bien pousser, qui vont faire de la quantité. Et en plus, des fois, on tombe sur des bonnes surprises par rapport à ça, même si le lien coûte pas cher. Et d'un autre côté, me dire, OK, là, IRR du vrai site, etc. Toi, avec 250, c'est pareil, tu peux avoir peut-être 2-3 liens par mois qui sont vraiment assez qualitatifs, qui se positionnent, qui ont des belles positions SEO, etc. Donc souvent, c'est ça. Maintenant, c'est au cas par cas. Quand même, si typiquement, j'ai déjà un site qui a beaucoup de liens de manière quantitative, je peux me dire, OK, on va faire plus de e-référaires, on va aller venir chercher la qualité, du gros lien, etc. Et encore aujourd'hui, encore une fois, je le répète, compliqué d'avoir des certitudes, compliqué de dire de manière sûre que en général, les beaux liens, les gros liens, ceux qui coûtent cher, poussent plus que les petits. Franchement, j'ai toujours du mal à identifier la relation de cause à effet là-dessus. Mais voilà, je dirais que c'est un peu de la logique. Mais en général, du 50-50, je trouve ça assez cool pour avoir la quantité et la puissance de l'autre côté. Ouais, ça, de toute façon, in fine, Google, c'est une boîte noire, donc on ne peut pas attribuer, quelle que soit l'action, on ne peut pas attribuer une conséquence. Non, c'est ça. Du coup, c'est toujours comment tu fais pour maximiser tes probabilités que, connaissant l'algorithme dans les grandes lignes et la vigilance que tu peux avoir dans tes choix pour avoir le meilleur résultat possible avec le budget attribué. Quoi. C'est ça. Et surtout, j'ai envie de dire en netlinking, en fait. J'ai l'impression que le netlinking, c'est vraiment la boîte noire. Enfin, tout ce qui est autorité, en fait. Netlinking, branding, très compliqué. Par contre, il y a d'autres trucs comme insérer son mot-clé dans son title, où là, a priori, il n'y a pas trop de débat, où tu peux voir le résultat vraiment du jour au lendemain. Si tu n'avais pas ton mot-clé que tu l'ajoutes, le résultat de positionnement, tu vas le voir direct. Donc, il y a quand même des certitudes, mais en netlinking et en autorité, on est vraiment sur un truc de, OK, on va activer différents leviers. On sait que globalement, on est sur une bonne dynamique quand on fait ça, mais après, voilà, très compliqué comme tu l'as dit, de vraiment diviser les actions et se dire, cette action a provoqué ça. Enfin, évidemment, ici, on fait tellement de trucs en parallèle que c'est compliqué d'isoler les actions et les conséquences dans tous les cas. Si tu veux les isoler, tu mets une action et t'attends 6 mois, tu vois ce qui s'est passé. Vraiment. Et en fait, même en faisant ça, tu vas avoir tes concurrents qui, eux, travaillent. Donc, en vrai, on peut pas attribuer. Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus frustrants en SEO, contrairement à de l'ADS ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est un des trucs les plus frustrants et c'est un des trucs aussi les plus stimulants, je trouve, où il y a un aspect vraiment jeu vidéo. Je vais pas dire récompense aléatoire non plus parce qu'on sait ce qu'on fait, tu vois, et pourquoi on le fait, mais il y a un aspect un peu. Puis en fait, à la fin, je trouve que c'est plus un feeling que tu développes aussi, tu vois. T'as pas de certitude sur des points précis, mais il y a des trucs que tu commences à sentir parce que tu l'as fait sur plusieurs sites, etc. Là, tu te dis, je sens que ce site, il a besoin de ça un petit peu. Tu pourrais aller tâter ce terrain-là, etc. Donc, il y a un aspect, je trouve, ludique quand même. Mais oui, je suis d'accord, c'est pour quelqu'un de très rationnel ou quoi, on a besoin de stats, quoi. On veut les datas. Ouais, ce qu'on n'a pas forcément facilement, et du coup, ça fait un jeu d'expérience et d'adaptabilité, parce que ça change quand même. Les grandes lignes sont là, mais les petites lignes, elles évoluent quand même pas mal. Google est joueur. Ouais, clairement. On a fait les sous-cotés. Sur les surcotés, est-ce que tu vois des points qui sont surcotés de ouf en SEO? Écoute, je vais pas dire que c'est inutile, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui se basent trop dessus et qui surcotent ça. Ça va être tout ce qui est pourcentage d'optimisation sémantique, etc. Encore une fois, je dis pas que c'est inutile, tu vois. Mais je sais par expérience que ça peut être un peu un refuge pour certaines personnes qui peut-être n'ont pas encore assez testé en SEO, n'ont pas assez compris et qui ont besoin d'être rassurées avec un score tout vert, etc. Et du coup, voilà, je trouve ça. Des fois, je dis pas que c'est surcoté en général, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui surcotent ça et qui font passer ça avant tout comme avoir un score de 90 sur 100 sur PageSpeed parce que ça fait joli, parce que ça fait une note, ou avoir les voyants verts sur de SEO, tu vois. Enfin, tout ça, je trouve que parfois c'est un peu surcoté. Il y a des trucs aussi où les gens, mais encore une fois, c'est compliqué à faire, mais je trouve que les gens confondent corrélation et causalité. C'est un truc qu'on a déjà entendu plein de fois sur Twitter de la part d'anciens SEO et tout, et c'est extrêmement vrai. Par exemple, le coup du fait qu'il faut absolument avoir, qu'il faudrait au conditionnel avoir son mot-clé, tu vois, dans son URL, dans son slug d'URL. Mais enfin, oui, je suis d'accord, quand tu tapes un mot-clé, tu tapes agence SEO, ils vont tous avoir agence SEO dans leurs URL. Est-ce que vraiment c'est ce qui leur permet de ranker? Je pense pas, tu vois. Est-ce que c'est pas juste parce que c'est juste propre de le faire comme ça, parce que autant mettre toutes les chances de son côté, le moindre truc l'optimiser.
Mais est-ce que vraiment c'est un impact significatif? Je suis pas sûr. Tu vois, je sais pas. Je trouve qu'il y en a des fois qui surcotent un peu ce genre de truc. Je sais pas si j'ai un autre exemple à donner dans ce sens-là, mais ouais, non, il y a quelques trucs comme ça. Je cherche. Non, sinon, à un moment il y avait, c'est plus trop d'actualité, mais pareil. Je parlais d'optimisation sémantique, densité de mots-clés. À un moment, il y avait aussi le nombre de mots. Tu vois, t'as des gens qui disaient, bah voilà, c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est plus trop d'actu, mais pour ranker, il faut absolument faire plus de mots que les concurrents, tu vois. Vraiment, on réfléchit pas en qualité, on L'inflation même réfléchit en sur la quantité. SERP. Ah, vraiment, non, mais c'est. Et ça, ben, tu dis, mais même tu réfléchis 2 secondes à ce que Google souhaite faire, il a aucun intérêt à baser ses résultats de recherche sur le fait qu'il y ait plus ou moins de mots, tu vois, ça fait aucun sens. Surtout aujourd'hui où les gens consomment du contenu rapide, enfin, ça a vraiment aucun sens. Non, franchement, après, je sais pas. Un dernier truc peut-être, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je dirais que les outils SEO en général, il y a beaucoup de personnes qui aiment se reposer dessus, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin d'énormément d'outils pour faire du SEO. Tu vois déjà, tu vois mon process un peu pour les intentions de recherche. Tu utilises Gemini, c'est gratuit. Ensuite, tu vas regarder sur la SERP, tu fais toutes tes analyses manuellement. Ensuite, tu vas regarder les concurrents. Alors, tu as des outils qui permettent de gagner du temps. Et je pense qu'il y en a pour qui vraiment le SEO sans outils, c'est pas possible. Alors que il y a quand même quelques datas que tu dois aller chercher via des outils. Typiquement, connaître les meilleures positions SEO de tes concurrents, celles qui leur apporteraient a priori le plus de trafic et tout. Bon, bah ça, évidemment, sans outils, tu vas pas à toi-même commencer à taper tous les mots-clés de la Terre dans Google pour voir où est-ce qu'ils sont. Tu vois, ça a aucun sens. Il te faut un crawler que tu n'as pas. Mais à part quelques features comme ça très précises où vraiment c'est indispensable, bah il y a quand même des manières de faire sans. Et je trouve ça bête parfois de s'enfermer dans la vision d'un outil. Même si, encore une fois, les outils, c'est génial, j'en utilise plein, ça permet de gagner du temps. Mais je pense qu'il faut vraiment comprendre à la base comment fonctionne l'outil, sur quoi il se base, etc., quoi. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec toi sur t'as pas besoin d'outils pour faire. Et ce qui est un des arguments phares de l'organique, enfin, il y a plein de gens qui vont dans le SEO parce que c'est du trafic gratuit, ce qui est de moins en moins vrai, hein, parce qu'il faut se professionnaliser, donc ça prend plus de temps, plus d'efforts, potentiellement plus de budget et tout ça. Mais cette version-là, effectivement, tu peux compenser pas mal d'absence d'outils par ton travail et ton analyse, qui est sûrement super intéressant même au début pour monter en compétence sur avoir ce feeling dont tu parlais tout à l'heure sur Google, puisque in fine, si tu n'as pas ou mangé de la SERP, effectivement, tu ne pourras pas avoir autant de granularité, de subtilité sur ta compréhension des résultats. Mais en même temps, derrière, quand tu veux industrialiser le truc, tu vas avoir besoin de pouvoir être plus efficace. Et c'est aussi là où, justement, tu peux, avec les bons outils qui te correspondent, avoir ce gain de temps qui te permet en fait, de pouvoir te focaliser sur les bonnes choses et pouvoir avoir plus d'efficacité et donc potentiellement aussi plus de résultats, quoi. Tu as totalement raison. Et puis moi, je parle de mon expérience en tant que prestataire, j'ai quelques clients. Mais tu vois, même quelqu'un qui est éditeur de site, qui a plusieurs sites, qui souhaite faire tourner les sites en même temps, automatiser certaines tâches, là, l'outil, je pense que pour le coup, devient vraiment indispensable parce que tout simplement, si tu fais x10 sur ta productivité, oui, là, ça vaut clairement le coup. Et je suis d'accord sur... c'est un peu toujours la question de quel objectif tu choisis pour ton optimisation. Et potentiellement, tu vois, dans tes briefs, la seule consigne, ça va être atteint X% d'optimisation. Et dans ce cas-là, effectivement, optimiser sémantiquement, tu peux avoir un super score sur du lorem ipsum que tu auras stuffé en cours. Vraiment. Et en fait, si tu en as pour qui ça peut être ouais, mais c'est dans le vert et tout ça, mais tu te dis, mais est-ce que l'objectif de l'outil, enfin, est-ce que l'objectif de Google, c'est d'avoir mis dans le vert tes résultats sur un outil, ou est-ce que c'est justement de créer le meilleur contenu? Et c'est comme, c'est le principe de tous les outils, tu as une vis et tu sors un marteau et tu te dis, ouais, elle est rentrée. Mais ouais, tu as éclaté l'intégralité des pas sur tout le chemin. Et donc, en fait, ta vis, elle tient rien du tout. Et donc, c'est toujours... en fait, bien utiliser un outil, c'est aussi ça qui fait la valeur de l'outil. Et du coup, qui va te permettre de vraiment avoir un process complet où, dans l'exemple de la sémantique, c'est si tu fais tout le chemin, et donc potentiellement l'outil t'aide sur tout le chemin, tu as le meilleur contenu qui a en plus la cerise sur le gâteau avec une bonne sémantique, le bon maillage. Et derrière, en fait, toi, tu peux le faire avec un aide, un guide qui va pouvoir te faciliter le boulot. Mais effectivement,
tu peux tout faire sans outil. C'est juste que c'est plus ou moins laborieux et plus ou moins long. La personne qui se base uniquement sur l'outil, tu vois, elle se dit, je veux ranker sur Fleur CBD. Il fait un super article informationnel sur Fleur CBD à 90 sur 100 de l'outil que tu veux. Et en fait, il ouvre la SERP et ça rank pas parce que ce qui est attendu, c'est pas un article, c'est juste une page catégorie. Voilà. Et du coup, bah oui, selon la vision outil, t'es bien. T'es même mieux que tes concurrents parce que tu rentres tes concurrents dans l'outil et l'outil te dit que tes concurrents sont moins optimisés que toi. Mais au final, il se passera jamais rien, sauf si la SERP change. Mais donc ouais, clairement, c'est un tout. Hein. C'est un tout. Ouais, bah ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si t'as pas, enfin, l'optimisation dans Semantic, ça arrive pas au début en fait. T'as plein de choses à faire avant pour avoir une chance que ton optimisation puisse avoir un intérêt et tout ce qu'on disait avant, quoi. La pire erreur ou les pires erreurs pour justement bloquer ton SEO ou t'empêcher d'avoir les résultats que tu voudrais. Bah, souvent, je trouve un truc dévastateur, c'est le choix du CMS, parce que si de base, ou de la techno en général, mais si de base, tu as un CMS qui est pas du tout SEO friendly ou qui va te limiter toute ta vie sur les personnalisations SEO que tu peux faire, franchement, c'est assez dévastateur, quoi. Donc, je pense que se renseigner déjà sur les CMS, bon, après, il y a toujours moyen de changer de CMS, etc. en cours de route, hein, mais donc c'est quand même pas avantageux. Donc, je dirais ça. Après, je dirais aussi un truc, une erreur courante, je pense, c'est ne pas tester, tu vois, c'est ne pas avoir de site à soi. Typiquement, là, je parle à des personnes qui seraient comme moi, prestataires ou quoi. Si vous bossez avec des clients, vous vous rendez pas trop compte. C'est compliqué de se rendre compte de quelle action amène quel résultat. Déjà, c'est compliqué en SEO de base, alors avec un client encore plus parce que vous ajoutez du délai entre le moment où vous formulez la recommandation, où c'est intégré, où vous recetez, où vous validez que c'est bien intégré, etc. Donc, des fois, il peut y avoir plusieurs mois pour une petite reco. Et puis du bruit et potentiellement des actions en parallèle, potentiellement concurrentes. Ouais, compliqué. Donc ça, je dirais, voilà, ne pas avoir de site à soi, ne pas faire ses propres tests. Après, vous n'êtes pas obligé de tester toute votre vie. Hein. Moi, par exemple, en ce moment, bon, si, il y a 2 trucs que j'ai testés récemment là sur mon site, mais sinon, je vais pas tester tout le temps. C'est surtout, je dirais, au début où tout ce qu'on me disait à l'agence, je le testais. Tu vois, j'essayais des trucs et tout pour essayer de voir ce qui marchait. Donc ça, je dirais que ouais, prendre les infos telles quelles sans les tester, je trouve c'est pas très bon. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en erreur, honnêtement en fait, il y en a beaucoup, quoi. C'est-à-dire que je peux prendre toutes les bonnes pratiques que j'ai énumérées et prendre l'inverse, et ça ferait des erreurs. Mais non, je dirais, ouais, faites attention, je pense à la techno, au CMS de base, ça peut vraiment vous pénaliser dès le départ. Tu as un exemple de CMS plutôt chouette et au contraire, un CMS qui est une grosse balle dans le pied? Bah, écoute, alors CMS grosse balle dans le pied, je sais, mais en fait j'ai plus le nom. Mais il y avait un prospect qui m'avait contacté avec un truc, mais genre il pouvait vraiment pas toucher grand chose, quoi. Je connaissais même pas le nom du CMS. En fait, je dirais qu'en général, quand même, dans les CMS connus, ils se débrouillent quand même bien, tu vois. Je sais que y en a qui tirent un peu sur Wix, etc. Mais les optimisations de base du SEO, normalement, ton title, tu vas pouvoir l'optimiser. Normalement, tu vas pouvoir faire du maillage interne. Tu vois, tu vas pouvoir mettre ta page dans ton menu principal si tu veux. Tu vas pouvoir ajouter du texte, potentiellement un H1, etc. Je pense que vraiment ranker avec Wix, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus, je pense, qu'il faut se méfier des petits CMS dont j'ai pas les noms du coup, mais qui sont vraiment des trucs un peu plus nichés, très peu connus, etc. Alors, je sais pas comment les gens tombent là-dessus d'ailleurs, mais c'est peut-être pour une fonctionnalité précise, tu vois, qu'ils le choisissent à la base et après se rendre compte que... Des outils métiers qui se sont dit, on va faire aussi une brique, créer ton site. Ouais, voilà. Initial. Clairement. Et après, pour mes préférences, ceux que j'aime bien, bon, bah, évidemment, WordPress qui est très cool. Mais d'un point de vue client, c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que, on peut faire des beaux WordPress, mais moi j'ai adoré travailler en tant que prestataire pour des clients sur Webflow par exemple, Webflow et Shopify pour plutôt la partie e-com. Et Webflow, j'étais quand même, j'ai bien kiffé. Genre franchement, l'expérience sur Webflow, tu peux faire des beaux sites, drag and drop, c'est sympa. Et encore une fois, les optimisations SEO de base sont là. Après, la différence entre un Webflow et par exemple, je sais pas, un WordPress, c'est que tu auras peut-être accès à moins de plugins, tu pourras peut-être faire des trucs un peu moins précis. Quoiqu'au final, tu peux toujours rentrer dans le code et tu vois insérer ton bout de code si nécessaire. Mais ouais, Webflow, Shopify, WordPress, PrestaShop aussi j'ai déjà fait. Bon, l'interface est un peu, je trouve, un peu archaïque, mais ça se fait très bien. Et non, globalement, je dirais que tous les CMS connus, il y a moyen de faire du bon taf. Hein. Ouais. Sur le Webflow, au niveau la vraie différence que tu vois, c'est au niveau du rendu visuel, ou est-ce que tu as autre chose? Parce que tu vois, typiquement un Webflow ou un WordPress avec un builder, dans les deux cas, c'est
c'est plus ou moins du drag and drop. Ouais, c'est ça. Non, t'as raison. En réalité, c'est très similaire. C'est juste que pour avoir intégré des choses dans un Webflow, en fait, c'était une presta que je faisais pour un client. D'ailleurs, j'en ai eu un ou deux sur Webflow. J'ai eu 2 clients sur Webflow. Et je trouvais que les intégrations SEO se faisaient bien. C'est-à-dire que littéralement, je prenais du plaisir à créer ma page. Je trouvais que c'était assez intuitif, etc. Bon, après, au début, il y a toujours une période d'adaptation. Mais donc, c'était plutôt par rapport à ça. Je trouvais que l'interface, en général, faisait peut-être un peu moins usine qu'un WordPress, par exemple, où tu peux peut-être plus te perdre quand tu connais pas. Et donc, c'est plus par rapport à ça. Mais sinon, oui, d'un point de vue visuel, disons que ça m'a toujours un peu… à chaque fois que je voyais un site fait sous Webflow, je sais pas pourquoi il était joli. Alors, faut pas me demander, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que je m'étais dit, putain, c'est cool. Et donc, voilà, mais on peut faire la même chose sur WordPress, évidemment. Je pense que c'est un peu le positionnement. Webflow s'est positionné comme UX-friendly et joli. Ouais. Et du coup, c'est un peu le Apple versus Microsoft où tu as du Ouais, WordPress. c'est un peu ça, ouais. Et Microsoft, ça marche, mais c'est un petit peu plus austère, alors que Apple, c'est joli, quoi. Et ouais, quand tu prends un Apple, c'est que tu aimes l'écosystème joli, donc tu fais des sites jolis, tu investis peut-être un peu plus. Ok, on a quand même fait un beau tour du SEO. Où est-ce que tu le vois aller? Qu'est-ce que t'as... Comment tu te positionnes par rapport à justement aux variations du SEO et où est-ce que tu penses que ça peut nous mener? C'est une question large. Et puis, évidemment, s'il y en a qui traînent sur X ou quoi, ce que je vais dire, vous l'avez sûrement déjà entendu. Mais je pense qu'évidemment, ça devient multiplateforme, tu vois. Enfin, ça l'était déjà en réalité, hein, mais disons que la tendance est un peu multiplateforme. Je pense qu'il y a des choses à faire sur YouTube, peut-être un peu sur TikTok, sur Amazon, même si ça dépend pas mal du ads Amazon. Je dirais que pour parler un peu IA et SEO, pareil, j'avais déjà dit, mais les IA, ça génère des nouvelles recherches en fait. C'est évidemment qu'il y a des recherches sur Google qui maintenant sont un peu moins faites, notamment des informationnelles qui vont être plus faites sur ChatGPT typiquement. Mais il faut pas oublier que vraiment ChatGPT a généré des nouveaux comportements en ligne qui juste n'existaient pas avant. Donc c'est pas un jeu à somme nulle de Google versus les IA. Tu vois, c'est vraiment le jeu de la recherche en ligne ne fait qu'augmenter en fait. Donc en théorie, il y a de plus en plus de SEO. Il y a juste de plus en plus de recherche au global avec les nouvelles qui sont générées maintenant via les IA, beaucoup plus contextualisées. Enfin bref, vous connaissez, hein, je pense que tout le monde a déjà utilisé ça. Donc voilà, donc je dirais que le SEO au sens large prend de plus en plus d'importance. Le SEO Google pur et dur est peut-être un peu moins sexy qu'avant peut-être pour les marques, etc. Bien que il y aura toujours des gens qui rechercheront sur Google, tu vois, les comportements surtout en fonction des tranches d'âge, ne change pas comme ça du jour au lendemain. Je vois mes parents, typiquement, n'utilisent pas les IA. Ils font toujours des recherches sur Google. Je pense pas que, tu vois, même dans quelques années, je pense qu'il y a des gens qui se mettront jamais à l'IA, typiquement, et qui resteront juste sur Google parce qu'ils connaissent, parce que ils ont l'habitude, parce que quand ils envoient leurs recherches, ils voient leur lien bleu et que voilà, quoi. Est-ce qu'ils sont pas sur Bing, ces gens-là? Ah oui, si, c'est peut-être aussi. Ils ont pas changé le moteur par défaut dans le navigateur. Mais ouais, donc voilà. Donc ouais, je dirais que de toute façon compliqué de savoir exactement, mais je pense qu'il y a des choses à faire sur d'autres trucs que Google. Que Google, ça restera toujours important. Et puis après, il faut s'intéresser à comment ranker dans les IA, tout simplement. Et les premières pistes qu'on a là-dessus, c'est qu'a priori, les facteurs sont quand même assez similaires à ceux qui permettent de ranker sur Google, quoi. Que ce soit d'un point de vue autorité, d'avoir une marque citée dans d'autres articles, enfin voilà, quoi. Et de toute manière, les IA crawlent aussi les moteurs. Donc à ce niveau-là, ouais, bon, j'ai pas de réponse précise. De toute manière, c'est dur, mais ouais, ça continue, quoi. Ouais, c'est toujours la même rengaine de, il va falloir s'adapter, il faut creuser, Oui. il faut être curieux. Et du coup, tester des choses, voir ce que ça donne. Là, dernièrement, j'ai eu premier mail avec, en gros, en traquant l'origine du visiteur en UTM source, il y avait ChatGPT. Et du coup, tu te dis, ah ouais, mais trop cool, parce qu'effectivement, d'une pierre deux coups, tu travailles ton SEO sur les recherches. Donc, tu as du trafic via ces moteurs historiques, qui sont les moteurs de recherche tels qu'on l'entendait de base. Et manifestement, ça se positionne bien sur ChatGPT. Et du coup, ça a pu faire du trafic et de la conversion. Et tu te dis, ah ouais, il y a quand même l'idée de SEO, c'est d'aller se positionner là où l'audience est, quand ils vont chercher quelque chose plus ou moins transactionnel. Mais en fait, plus largement, tu peux faire ça sur tous les réseaux, du YouTube, du TikTok, du GPT, parce que les gens que tu veux voir, que tu veux qu'ils te voient, sont quelque part et essaient de te trouver, quoi. C'est comment tu fais pour être vu. Ouais, clairement. Et en fait, on se rend compte que tout est imbriqué, tu vois.
avoir une chaîne YouTube, ça va te permettre de ranker sur YouTube, ça va te permettre d'apparaître dans les suggestions de vidéos de YouTube, ça va te permettre de développer ton branding qui va avoir un impact sur ton positionnement Google. Ça va potentiellement te permettre de remonter dans ChatGPT. En fait, c'est la création de contenu au sens large, quoi, j'ai envie de dire, qui est intéressante à faire, quoi. Complètement. Est-ce que tu as un dernier truc que tu veux nous partager avant la fin de cet épisode? Non, bah acheter un tapis de marche. On mettra un lien d'affiliation d'Amaury dans les commentaires pour que tu puisses rentabiliser cet épisode. Très belle idée, ça, très belle idée. Voilà. En plus de cliquer sur ce lien, manifestement, qu'on va mettre en description, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On parlait maillage interne, mais c'est plus largement ce que vous avez pensé de l'épisode et ce qui vous a plu et moins plu, ou ce que vous voulez approfondir. Je mettrai aussi les liens pour que vous puissiez retrouver Paul. Vous pouvez avoir le résumé de cet épisode. Il y aura un lien en dessous pour que vous puissiez avoir le résumé de cet épisode et les passés et les futurs. Donc, pensez à cliquer dessus et à récupérer les pépites que vous pourrez garder de côté et les appliquer sur votre site. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci Paul. Merci à toi. Je vous dis à très vite.